qu'il est déjà, Oui. il est 13 heures. Donc Ah voilà, bah c'est parfait. soyons ponctuels. Tout le monde a eu, enfin, il y a eu déjà beaucoup de personnes connectées, donc je propose que nous commencions. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on souhaitait prendre une heure aujourd'hui avec Pierre Lemarquis pour évoquer ensemble la place de l'art et surtout de la musique dans nos vies et particulièrement dans celle de nos enfants. Alors, durant ces 2 dernières années, on sait que l'accès a été compliqué à l'art, il a été mis à mal pendant cette période de crise sanitaire. Or, parallèlement, beaucoup d'études scientifiques ont démontré que l'art était bon pour notre santé mentale, physiologique, psychique, etc. Euh, Nous avons eu envie donc d'entendre Pierre Lemarquis nous expliquer en quoi et comment, et je vais reprendre ces mots, la musique sculpte et caresse notre cerveau. Alors, comment comprendre que l'art joue un rôle au niveau cognitif, mais aussi sur nos émotions et sur nos liens sociaux? Et donc, dès lors, comment lui donner la place dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans le quotidien de nos enfants, à l'école, dans les activités qu'on organise avec eux, etc. Alors, ce webinaire, il s'ancre dans le programme YAPACA, qui est un programme de prévention de maltraitance d'enfants, et nous y travaillons de manière transversale avec les différents secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça reprend aussi bien l'enseignement que l'aide à la jeunesse, l'ONE, les maisons de justice, le sport et la culture également. Alors, donc ce webinaire, c'est un des outils que nous mettons à disposition de la formation et de l'information des professionnels. Vous en retrouverez d'autres sur le site de YAPACA. Il y a notamment une formation en ligne, des petits livres, également des petites capsules vidéo. Et d'ailleurs, vous retrouverez des petites capsules vidéo de Pierre Lemarquis sur le site de YAPACA. Alors, aujourd'hui, nous sommes 110 à être connectés dans cet espace qui est un peu particulier. Alors, on a coupé vos caméras et vos micros pour des soucis techniques, mais pour que vous puissiez quand même interagir avec nous, on vous propose d'utiliser le petit onglet questions et réponses qui se situe dans le bas de vos écrans. Et moi, je vais les récolter et puis je les transmettrai à Pierre Lemarquis en fin de son intervention. Alors, vous voyez actuellement à l'écran 3 des 7 membres de l'équipe de YAPACA. Vous voyez Laurane Baudelot, Diane Huppert et moi-même. Et nous sommes rejointes aujourd'hui par Pierre Lemarquis. Pendant le webinaire, vous ne verrez plus que lui et le PowerPoint qu'il va nous proposer comme fil de son intervention. Et nous restons évidemment bien actives derrière nos écrans. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver ultérieurement sur le site de YAPACA. Alors, il me reste à vous présenter Pierre Lemarquis qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés aujourd'hui. Il est neurologue et mélomane. Il est membre de la Société française de neurologie et de la Société de neurophysiologie de langue française et membre également de l'Académie des sciences de New York. Il participe aussi au diplôme d'étiologie de l'Université Toulon-Lagarde et il s'intéresse particulièrement aux liens qui existent entre le cerveau et la musique, sur les patients notamment atteints de la maladie d'Alzheimer, mais aussi chez les plus jeunes, puisqu'il a participé aux assises de la maternelle en France pour y défendre la place de la musique. Il a rédigé de nombreux articles et de nombreux ouvrages, dont par exemple L'art qui guérit, qui a été publié chez Azan, et celui qu'on vient de voir à l'écran précédemment, paru chez Odile Jacob, Les pouvoirs de la musique et les pouvoirs de la musique sur le cerveau des enfants et des adultes. Alors, Pierre Lemarquis, je vous laisse tout de suite la parole et puis je vous retrouve en fin d'intervention. Un tout grand merci. Mille merci à vous pour votre invitation. Bon, voilà, donc des fois, quand il y a du son dans le PowerPoint, il n'y a plus la parole. Donc, quand il y aura du son dans le PowerPoint, je ne parlerai pas. Alors, je pense que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous avez déjeuné parce que là, je vais vous demander un énorme effort. Est-ce que vous voulez apprendre une nouvelle langue en musique en 60 secondes?
Vous êtes prête? Voilà. Alors, un petit rappel. Vous savez, dans notre cerveau, derrière l'oreille, donc il y a ce fameux lobe temporal qui récolte les informations auditives. C'est logique, mais enfin, disons, ce qui rentre par une oreille, en général, c'est décodé par l'autre côté, hein. C'est un petit peu plus compliqué. Mais surtout, au début, le début de cette structure, elle décode les sons. Et puis, en dernier, sur la fin, elle décode le langage. Vous voyez, comme si le langage était apparu après, comme si c'était une surspécialisation de nos neurones dédiés à la musique. Et puis, c'est bien fait parce que oui, on a des neurones pour chaque fréquence sonore. Oui, on sait qu'on a des neurones pour chaque lettre, pour chaque chiffre. Et ben, on a les graves un peu vers l'avant, les aigus vers l'arrière. Oui, c'est important. Ça explique pourquoi c'est pas une simple biomécanique. C'est-à-dire les connexions entre nos oreilles et les neurones qui décryptent les sons, elles vont s'améliorer en fonction des sons qui sont importants pour nous. C'est-à-dire que cette maman pingouin, elle va reconnaître son bébé, elle va reconnaître son cri parmi de vous quand vous êtes dans un cocktail. Si vous reconnaissez la parole, si vos amis sont là, vous les entendez parler, alors qu'il y a des centaines de personnes, vous voyez. Donc c'est quelque chose de bien fait. Et si vous êtes une grenouille taureau, alors peut-être que ce bruit va vous faire quelque chose. Alors, Guidon. Voilà. Oh là là, elle nous bloque l'image. Ça, c'est On vient de le faire. l'appel sexuel de la grenouille taureau. Vous voyez, alors si vous êtes une grenouille taureau, là, vous vous évanouissez, enfin, vous êtes... bon, il n'y a pas de grenouille taureau dans l'assistance. On va continuer un petit peu. Ah. Oh là là, j'entends d'autres bruits qui arrivent. Oh là là, c'est mon ordinateur. Oui, il y a beaucoup de bruit. Arrête de bouger. Oui, oui. J'entends. Qu'est-ce qui se passe? Quand J'ai j'arrive, mon je la mets à terre. PowerPoint qui veut plus répondre. Je vais Je crois que le vous fermer. devez C'est remettre ma le belle. son parce qu'on ne vous entend plus bien. Ah oui, oui, je vous le remets. Pardon. Voilà, merci. Alors, donc je vous ai fait entendre le bruit, le cri d'appel sexuel de la grenouille taureau. Vous voyez, donc si vous êtes une grenouille taureau, là, vous rentrez en extase. Alors, maintenant, je vais essayer de vous retrouver la suite de mon exposé parce que la grenouille taureau nous l'a un petit peu abîmé. Enfin, en tout cas, elle a saturé mon PowerPoint. Donc, on va repartir après la grenouille taureau. Ben, disons, c'est un peu ce qu'on voit chez les enfants avec la méthode Suzuki, vous savez. Donc, vous leur faites apprendre le violon, et puis très rapidement, leur cerveau va se familiariser avec le son du violon. Ils vont devenir des experts pour décrypter un son de violon. Vous voyez, donc, c'est l'intérêt. Donc, notre cerveau, dans ce sens-là, il est très malléable. Et si vous voulez, quand on nous dit que la musique sculpte le cerveau, tout ce qui est plasticité cérébrale, ça a été démontré au départ par la musique. Vous voyez, voilà. Voilà ce qui se passe. Je vous montre. Voilà. Est-ce que vous le voyez là? Voilà. Vous voyez la diapositive? Non, Vous la voyez pas? Elle va arriver, je pense. Non? Elle n'arrive pas? non, chez moi, je ne la vois pas. Ah oui, je pense qu'il faut que je repartage. Oui, Comme, voilà. au départ, oui. Oui, oui, oui. Alors, hop, ok. Là, c'est compliqué. Je pense que j'ai. Je ne sais pas. Là, je me suis connecté directement à la box. Je me demande si ça ne marcherait pas mieux en passant. Ouh, on vous a perdu. Ça sature un peu. Hop. Ah. Alors là, on ne vous entend plus. Oui, oui. Ben, Ah, voilà. j'ai un souci avec le PowerPoint. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. L'écran devient tout blanc. Je me demande si je ne vais pas le laisser dans un coin et puis vous le commentez simplement. Vous voyez, ce sera peut-être plus Ouais, facile. Ça encombrera moins ça va moins encombrer la ligne. d'accord. Voilà, je remets en route. Donc voilà, donc si, vous voulez, si on enregistre le cerveau des enfants qui ont travaillé avec cette méthode Suzuki, on s'aperçoit donc qu'ils ont des capacités pour détecter le son du violon,
qui sont bien plus importantes, et qui ont une empreinte avec ça. Alors, cette langue que je voulais vous apprendre en quelques secondes, c'était la langue, le silbo. Vous savez, c'est la langue sifflée des bergers dans les Canaries. Dans les Canaries, à l'époque, quand il n'y avait pas de portable, eh bien, les bergers, ils sifflaient d'une montagne à l'autre. Donc, nous, quand on entend ça, on n'entend qu'un sifflement. Vous voyez, on ne comprend pas ce que ça peut donner. Alors que si vous pratiquez cette langue, vous vous rendez compte que ça ressemble à de l'espagnol. Vous voyez, donc, pour nous, on n'a que la partie du cerveau qui correspond au son qui s'allume. Quand vous avez appris cette langue, eh bien, vous avez la partie qui correspond au langage qui s'allume. Donc, c'est comme ça qu'on peut apprendre le silbo, qu'on peut apprendre une langue en 60 secondes. Bon, alors, le fait que la musique soit avant le langage, c'est quelque chose de connu, vous voyez, dans toutes les cultures. On fait souvent remonter l'origine à la musique. Vous voyez, si vous voyez, prenez les hindous, c'est Shiva qui crée le monde avec son tambourin. Schopenhauer, il pensait que la musique existait avant nous, qu'elle existerait après. Et puis, notre Big Bang, c'est quand même bien un son qui va nous déclencher, qui est à l'origine de tout. Et donc, on est toujours dans du son, une vibration. On peut dire qu'on est de la musique incarnée. Vous voyez, d'ailleurs, on emploie des termes musicaux. On dit qu'on s'accorde avec quelqu'un, qu'on est sur la même longueur d'onde. Alors, les premiers dans la nature, c'est les oiseaux, quoi. Les plus grands chanteurs, c'est les oiseaux. On a Lucrèce, il pensait qu'on avait appris à chanter puis à parler en écoutant les oiseaux. Et puis, on a Olivier Messiaen, donc grand musicien, qui allait écouter les oiseaux et qui retranscrivait dans sa musique le langage des oiseaux. D'ailleurs, il a épousé, son épouse s'appelait Madame Loriot. Hein. Alors, chez les autres animaux, on a le chant chez les baleines, qui est très intéressant. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir aller nager avec les baleines, notamment en Polynésie, d'écouter leur chant. En général, c'est les mâles qui chantent, et il y a deux raisons. D'une part, c'est pour se faire le beau, pour attirer les femelles qui sont dans le coin, et d'un autre côté, pour éloigner les autres mâles. Ils se présentent comme ça. Mais ce qui a été constaté, c'est que tous les mâles chantent à peu près la même chose. Et une fois de temps en temps, il y a un mâle qui devient créateur, donc il modifie légèrement le chant commun, et ça devient lui la vedette. Vous voyez, c'est pas. Et celui qui reprendrait le chant de l'année d'avant, tout le monde s'en écarte parce qu'il est rinquin, quoi, il est périmé. Donc on voit que les animaux sont déjà capables de chanter, d'utiliser ça. Et puis on a les singes. Alors les singes, notamment les gibbons qui chantent, et ils peuvent chanter, eux, ils chantent en couple, les gibbons. Et c'est parmi les 3% des mammifères qui sont fidèles, vous voyez, grâce certainement à leur chant. Alors, il y a quelques zoos, il y a des couples de gibbons, et c'est assez exceptionnel quand on entend dans chaque. Ils envoient un thème, ils chantent ensemble, et puis on voit qu'ils sont excités, ils grimpent dans les arbres, il y a des poils qui se dressent. Enfin, c'est vraiment une communion entre eux qui soude le couple. Et les zoologues qui ont étudié ça, le chant des gibbons, ils pensent que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a cette capacité de chanter ensemble. Vous voyez, les hommes de Néandertal qui chantaient déjà, ça soudait une communauté, quoi. Si vous chantez ensemble, vous faites un groupe, donc vous êtes un groupe qui va être soudé, et vous pouvez aussi vous défendre contre des attaques. Pour les zoologues qui étudiaient ça, ils pensaient qu'il y avait deux séquelles du chant des gibbons dans notre société, c'était les chants sportifs. Vous voyez, on peut penser au haka, vous voyez, le haka au rugby qui permet au rugbyman de gagner. À Toulon, on a le pilou-pilou, mais c'est la même origine, hein, néo-calédonienne, enfin Océanie. Évidemment, quand vous avez des joueurs qui entonnent ça avant un match, ils font peur aux autres, ils sont soudés, enfin ça marche bien. Et la deuxième relique de ces chants anciens, ça pourrait être justement le chant choral. Vous savez combien, quand on chante dans une chorale, eh ben, on est soudés, combien ça fait du bien à tous les âges de la vie. Autant quand on est enfant, ado, que chez les personnes âgées. Maintenant, on développe de plus en plus les chorales chez les personnes âgées, qui leur font un peu oublier leur douleur, qui les soudent. Alors, on sait que dans Pierre les Lemarquis, bon, je voulais juste pardon. vous interrompre un instant pour Oui. vous proposer d'incliner un peu l'écran vers vous parce qu'on a Ah, pardon, voilà. vous la aussi, là. Voilà, parfait. Voilà, super. Voilà, merci. Moi, je regarde le PowerPoint comme
Bon, parfait. Alors, si Merci. vous voulez, donc historiquement, donc l'homme de Néandertal, on pense qu'il chantait puisqu'il créait des instruments de musique. Vous voyez, enfin, on sait maintenant que l'Homo sapiens, depuis quelques jours, on sait que l'Homo sapiens et Néandertal ont vécu ensemble peut-être pendant 10 000 ans dans nos contrées, mais les Néandertaliens, ils avaient des instruments de musique. On a retrouvé un fémur d'ourson sur lequel on peut jouer toutes les notes qu'on peut chanter. Vous voyez, donc ça date pas d'aujourd'hui le chant. Peut-être qu'ils parlaient pas, mais au moins ils chantaient. Et puis vous avez vu dans notre cerveau donc le décryptage des sons avant la parole. Et puis on a un bel exemple qui nous fait penser qu'on chante avant de parler ou toute autre activité, c'est les génies. Vous voyez, quand vous voyez des génies, des surdoués, les plus jeunes, c'est les musiciens, qu'on n'est pas surpris de voir un enfant de 5 ans qui est un enfant prodige de la musique. Les mathématiciens, les peintres, ils viennent après. Et en dernier, c'est les écrivains. Vous voyez, c'est Rimbaud, il faut quand même attendre l'adolescence. Donc on a vraiment beaucoup de choses qui nous font penser qu'on chante avant de parler. Alors on pense, il y avait Borges, il disait dans tous les cas, la poésie est antérieure à la prose, on dirait que l'homme chante avant de parler. Donc on peut dire que la musique a des effets donc sur le langage, elle va nous permettre de parler. On commence, imaginez, on vous met dans un pays étranger, vous ne connaissez pas du tout euh, la langue. Qu'est-ce que vous allez repérer? Vous allez repérer d'abord du rythme dans une langue, vous allez repérer le rythme, vous allez voir après la mélodie, vous allez voir des choses qui se répètent, et à ce moment-là, petit à petit, vous allez venir du son au sens. Vous allez, petit à petit, vous allez quoi? Ben, nos enfants, c'est la même chose. Ils nous écoutent, ils entendent du rythme, ils entendent une mélodie. Petit à petit, ils repèrent des segments qui se répètent et ils apprennent à parler. Bien sûr, dès que vous écoutez un peu de musique, vous avez votre lobe frontal qui permet d'agir sur le monde, qui se met en route. C'est normal. Hein. Notre cerveau, c'est facile. La partie postérieure du cerveau, elle capte les informations amenées par les sens. Donc, surtout, bon, les sens chimiques, c'est différent. Mais donc, l'audition, la vue, le tact, tout ça, c'est étudié, corrélé à ce que vous avez en mémoire. Et puis, notre cerveau, la partie antérieure de notre cerveau, elle nous permet d'agir sur le monde. Donc, c'est logique qu'on ait les mouvements qui soient là. Et puis aussi, la parole, c'est logique qu'elle soit en avant, la parole. On décode en arrière, puisque c'est de l'information, et c'est avec la partie antérieure de notre cerveau qu'on va parler, vous voyez. Et pourquoi la parole se développe? Parce qu'avec nos petits bras, on ne va pas très loin. Alors que quand on parle, eh ben, on peut remplir une salle. Vous voyez, quand vous êtes en colère, vous parlez fort, eh ben, vous remplissez toute une salle. C'est que la parole, c'est complètement, c'est tout à fait personnel. On n'est pas deux au monde d'avoir le même timbre de voix. C'est comme les empreintes digitales ou la couleur des yeux. Donc, quand vous parlez, c'est vous, c'est une expansion de vous-même. Donc, c'est pour ça que vous cherchez à remplir la pièce. Si vous êtes triste ou déprimé, ben, vous allez parler tout bas pour qu'on vous voit plus, enfin, pour diminuer votre présence, vous voyez. Donc, quand on écoute un peu de musique, tout de suite, notre cerveau, la partie antérieure du cerveau s'anime, puisqu'on va répondre à cette musique qu'on entend. Mais ce n'est pas étonnant aussi que dans cette partie antérieure du cerveau, il y ait la mémoire immédiate, ou la mémoire à court terme. Pour apprécier une musique, il faut se souvenir des notes qu'on vient d'entendre pour anticiper sur celles qui vont arriver. Vous voyez. Donc, si vous faites de la musique, vous développez la mémoire à court terme. Donc, vous imaginez, chez les enfants, qu'est-ce que ça peut donner, quoi. C'est pas donc, ils font de la musique, ils développent leur mémoire de travail, et puis ce lobe frontal, il nous permet d'agir sur le monde. Donc c'est très important parce qu'il nous permet de planifier ce qu'on a à faire. Donc un enfant qui fait de la musique, il va développer cette capacité d'agir sur le monde. Vous avez combien d'enfants qui arrivent aux examens? Ils savent tout, ils ont bien appris, mais ils ont une demi-heure pour répondre à une question et ils ne vont pas bien utiliser leur temps. Au bout d'une demi-heure, ils ont dit que la moitié de ce qu'ils voulaient dire. Vous voyez. En développant ce lobe frontal, ils arrivent à mieux planifier en fonction du temps qu'ils ont. Après, bon, bah, évidemment, on se rend compte aussi à quel point la musique va nous aider pour la motricité. Vous entendez de la musique, tout de suite, vous voulez bouger, quoi, c'est connecté. Vous avez une information qui arrive dans votre cerveau, elle agit sur votre lobe frontal qui vous permet d'agir sur le monde, donc elle vous donne envie de bouger. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, à l'opéra, vous n'avez pas le droit de bouger, ben, votre cerveau, il s'en moque, il chante et il danse. Vous voyez, si on l'enregistre, il est comme s'il chantait, comme s'il dansait. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas trop répandu. Hein. C'est vraiment un peu spécial aux humains. Vous voyez, quand vous voyez des chevaux qui marchent en cadence, en fait, c'est les musiciens qui suivent les chevaux. Les chevaux, ils ont appris à marcher en cadence. Si on va un peu plus vite, les musiciens jouent un peu plus vite. C'est pas du tout. Alors que nous, si on entend la musique, tout de suite, on va suivre en rythme. Et puis après, évidemment,
on l'a vu avec nos gibbons, si on fait de la musique ensemble, on est soudés, donc on voit tout de suite les effets de la musique sur notre cerveau, hein, le langage, la mémoire, la motricité, et puis les interactions sociales, vous voyez. Alors, on va peut-être s'intéresser un peu plus au langage. Alors, on sait que ça débute, les effets de la musique sur notre cerveau, ça débute déjà chez le bébé dans le ventre de la maman. Vous voyez, il y a des expériences qui ont été faites à la Fondation Marquès. Donc, c'est à Barcelone, c'est cet institut où on fait des bébés éprouvettes chez des femmes âgées. Ils ont beaucoup fait parler d'eux. Et donc, ils ont fait des échographies à des femmes enceintes en envoyant du Mozart directement. Bon, ils inventaient un appareil qui s'appelle le BabyPod, c'est par voie intravaginale. Bon, alors c'est une espèce de, il peut y avoir des playlists, la maman elle entend sa playlist, le papa il peut l'entendre aussi, et le bébé il l'entend directement dans le ventre, vous voyez. Eh bien, quand il passe du Mozart, on a le bébé, mais même à 20 semaines, on pensait que le bébé à 20 semaines, il n'entendait rien. Là, il ouvre la bouche, il entend du Mozart, il ouvre la bouche comme s'il voulait chanter, quoi, si vous voulez. Donc ça commence très tôt, très très tôt. Il y a des vieilles expériences qui avaient été faites dans les années 70 par c'était un dentiste qui s'appelait Féjot. Il avait fait ça avec ses enfants, quoi. Il faisait écouter Pierre et le Loup quand son épouse est enceinte. Il faisait écouter Pierre et le Loup au fœtus. Et il s'apercevait, évidemment, il y avait la voix du grand-père, le basson, vous voyez, qui passait bien. Et après, quand le bébé était né, quand tu lui passais le basson, la voix du grand-père, ça le calmait. Donc, il a montré que même déjà, ce qu'on a pu entendre dans le ventre de la mère, ça laisse des empreintes. Et puis, c'est Françoise Dolto qui s'était intéressée, et s'était intéressée aux gitans. Et elle montrait que les 6 dernières semaines avant l'accouchement, les 6 semaines après l'accouchement, il faisait venir un bon musicien, alors ça pouvait être un guitariste, mais aussi un violoniste, et le bébé après gardait l'empreinte de l'instrument qu'il avait entendu quoi, en fin de grossesse et tout à fait à la naissance. Il y avait une empreinte qui restait, et plus tard, si vous voulez apprendre la guitare ou le violon, il y avait déjà quelque chose à l'intérieur. Et puis ce qu'on a montré aussi, c'est que le bébé, quand il naît, il crie déjà dans la langue maternelle. C'est-à-dire que le bébé allemand, il a un cri descendant, oh, et le bébé français, il a un cri ascendant. Oh, vous voyez, donc ça s'entend bien. Et alors, je ne sais pas en Alsace quel est le cri, mais en tout cas, le cri du bébé à la naissance, c'est déjà la langue maternelle. Vous voyez, il est imprégné de la langue maternelle dans sa façon de s'exprimer. On sait aussi que entendre la voix de sa mère quand on est en couveuse, si on est trop tôt, c'est épouvantable d'être en couveuse. Vous sortez d'un petit cocon, vous êtes bien, on vous met dans une machine, on vous fait mal, vous entendez des bruits bizarres. Bon ben, si on fait entendre la voix de la mère, c'est le mieux, hein, la voix de la mère qui chante, on va gagner sur 2 points. Déjà, on évitera d'avoir un cerveau de stress, parce que vous savez, si on vous stresse quand vous êtes tout juste né ou prématuré, vous pouvez le garder toute votre vie. C'est-à-dire qu'après, même si tout va bien, ben vous serez toujours stressé, vous êtes toujours angoissé. Donc ça, en faisant entendre la maman qui chante, on supprime ce risque de cerveau de stress. Le bébé, il est content, il est rassuré, il est tout en confiance. Donc c'est le côté caresse sur le cerveau. Mais en même temps, on va sculpter le cerveau, c'est-à-dire que souvent les prématurés, ils ont ce lobe temporal qui est un peu en retard. Vous voyez, donc ils ont une espèce, ils entendent moins bien. Si la maman chante comme ça, ils rattrapent ce retard. Donc, quand ils sortent de la couveuse, ils ont tout récupéré. Oui, donc, ça, c'est facile à faire. Hein, c'est pas très cher. Ça coûte rien. Enfin, faire entendre au prématuré la voix de sa mère qui chante, c'est pas quelque chose de trop compliqué à mettre en œuvre. Et puis, il y a les berceuses maternelles. Vous savez que les mamans, dans tous les pays du monde, les berceuses maternelles sont pareilles. Les mamans, elle répète une mélodie, donc le bébé il est content, quoi. Quand il entend répéter, ben, ça le calme, ça l'endort, mais si elles font que ça, ben, il n'évolue pas. Et puis une fois de temps en temps, elle module. Alors elle module, alors ça réveille le bébé, il est content, il sourit. Ben, alors si elle module tout le temps, ça le rend anxieux. Si elle module jamais, il n'évolue pas, donc il faut un peu les deux. C'est exactement ce qu'on va retrouver dans les grands principes de la musique. Dans tous les pays du monde, c'est une alternance de répétition et de différence, oui, de tension et de résolution. Si, c'est vraiment le principe des chansons, quoi. Il y a le refrain qui revient, qui vous rassure, et puis le couplet qui chante un peu. Ben, on a ça dans toutes les musiques du monde, quoi. C'est pas. Donc, c'est comme ça que vous arrivez à bien comprendre comment fonctionnent les berceuses qui, elles, comme la musique, donc sculptent et caressent le cerveau du bébé. Alors,
on pense même maintenant qu'au départ, on chantait. On chantait dans l'évolution, on a commencé par chanter. Donc quand on chante, c'est quelque chose qui est compréhensible par tous, mais qui n'est pas précis. Vous voyez. Et puis, il y a eu un peu l'équivalent de la tour de Babel, quoi, le chant qui reste compréhensible par tous, et le langage qui reste compréhensible que par les gens qui partagent cette langue, mais qui est plus précis. Vous voyez. Et on a des zones de transition qui persistent, c'est-à-dire que quand on entend de la musique, quand on entend de la poésie, pardon, si on écoute de la poésie, notre cerveau fonctionne comme si on écoutait de la musique. Vous voyez, donc dans le slam, le rap, ça, on passe en musique plus qu'en texte. Alors, on a des choses qui vont faire que, il y a aussi, après, si vous voulez, la façon, notre langue, elle va imprimer la façon dont on perçoit le monde. Par exemple, si je vous fais entendre brève longue, brève longue, brève longue, eh ben, si c'est un japonais, il va entendre longue brève, longue brève. Et l'anglais, il va entendre brève longue parce qu'en anglais, on accentue la deuxième syllabe, because, about, etc. Donc, un son régulier, suivant que vous êtes japonais ou anglais, vous n'allez pas apprendre la même chose. Et on s'aperçoit que les anglo-saxons, dans leur langue, c'est pas du tout régulier, ça swing, vous voyez, c'est pas, nous quand on parle en français, c'est très régulier, on est fait pour les alexandrins, vous voyez, on parle régulièrement, etc. Alors que il y a des langues comme les langues anglo-saxonnes où ça swing, donc il y a quand même déjà au départ quelque chose qui va nous rester toute notre vie, enfin, dès les premières empreintes. Et ça, le fait qu'il y ait ce rythme, on pense maintenant que la dyslexie, c'est souvent lié à ce rythme qui n'a pas été bien intégré. Vous voyez, c'est pas. Donc, un des traitements de la dyslexie qui marche très bien, c'est de réapprendre le rythme aux enfants dyslexiques. Donc, celui qui, enfin, les personnes qui sont le plus, bon, dans le monde entier aussi intéressées, mais sur Marseille, bon, il y avait Michel Habib qui a monté le réseau 10, et puis Daniel Eschen, qui est un chercheur, qui est aussi violoncelliste. Alors lui, il rééduque les enfants avec le rythme. Par exemple, il fait papa, papa, et les enfants disent, ils dévorent leur goûter. Vous voyez, donc il fait en rythme la phrase qui va suivre. Donc les enfants, ils écoutent le rythme, et après, ils font la phrase sur ce rythme, et ça les améliore bien, quoi. Alors, aux États-Unis, c'est sur Chicago, ils font ça, c'est des jeux vidéo, quoi, des jeux vidéo avec du rythme qui permettent de moduler, de rattraper cette méconnaissance du rythme qui peut entraîner la dyslexie. Et puis, dans une langue, il y a le rythme, mais il y a aussi, on chante un peu en parlant, vous voyez, on est toujours en train un peu de chanter. Donc là aussi, il y a des grosses variations. Dans le français, on utilise 2, 3 tons, pas beaucoup, alors que dans l'anglo-saxon, on chante beaucoup, c'est sur 4, 5 notes. Et quand on entend des Anglais parler, on a l'impression qu'ils chantent, enfin, on dirait presque qu'ils piaillent des fois, vous voyez, alors que nous, c'est beaucoup plus monocorde, quoi. Donc là encore, il y a des différences. Et on avait Leonard Bernstein, et il disait, lui, que quand il entendait une musique, il pouvait nous donner la nationalité du compositeur. Donc, il exagère un peu, mais c'est vrai que ça se rapproche. Alors, par exemple, quand il entendait du Haydn, il disait Haydn, il parle hongrois, ça veut dire, il insiste sur les premiers temps, comme quand on dit Bella, Bartok. Et ben, dans sa symphonie Londres, Haydn, il fait la même chose. Et en fait, il n'est pas tort, Bernstein, parce que quand on regarde les composants de la musique anglo-saxonne ou française, on s'aperçoit qu'elles sont plus proches de l'anglais ou du français. Donc, il y a une connexion entre les deux, vous voyez. Alors, euh, notre cerveau, comment il va détecter la musique du langage? C'est important parce que les mots qu'on va dire, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est l'intonation, les gestes, enfin tout ce qui accompagne. C'est que les mots, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Et on peut dire une phrase, on peut la tourner de tout un tas de façons. Vous vous souvenez peut-être du film Spoons avec Fernandel, vous savez, où il dit tout condamné à mort aura la tête tranchée, et il est capable de le dire avec tout un tas, même de faire rire les gens en disant ça. Alors, on a trouvé d'où ça venait, où ça se situait dans notre cerveau. C'est un neurochirurgien américain qui opère des enfants qui ont des crises d'épilepsie. Donc, il doit mettre des électrodes dans la tête pour savoir où est le foyer épileptique. Bon, et puis, il doit faire attention aussi de ne pas enlever la zone du langage quand il va opérer ses enfants. Donc, quand les enfants ont des électrodes dans la tête, eh ben, il leur a fait un test où on leur disait les mêmes mots, mais avec une intonation différente. Par exemple, je peux vous dire, Salieri est un vaillant compositeur.
Alors, je peux dire Salieri est un vaillant compositeur. Donc ça, je réponds à votre question, qui est Salieri, ou citez-moi un vaillant compositeur. Mais je peux vous dire aussi, Salieri est un vaillant compositeur, comme l'aurait dit Mozart. C'est-à-dire là, il y a de l'humour derrière, il est vaillant, mais le génie, c'est Mozart, vous voyez. Alors ça, on voit très bien comment ça se passe dans notre cerveau grâce à ces expériences. Donc on a ce lobe temporal à gauche qui décrit les mots, quoi, mais c'est à droite que ça se passe pour la mélodie du langage. Et à droite, on va déterminer. Alors c'est aussi à droite qu'on a la mélodie en général, le timbre des voix, tout ça, ça se passe à droite. Et puis en plus, cette zone-là, de l'autre côté, elle est un peu impliquée dans ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Vous savez, la théorie de l'esprit, c'est des neurones. C'est pas du tout une théorie, hein, ça correspond à des neurones qu'on a dans notre cerveau, là aussi au lobe temporal, et qui s'allument quand on est face à une entité biologique, où on essaie de comprendre ce que la personne en face de nous a en tête, à la fois sur le plan cognitif, mais aussi sur le plan émotionnel. C'est ce qui fait qu'on essaie de se comprendre l'un l'autre. C'est Jean Gabin qui regarde Michel Morgan et qui lui dit « T'as de beaux yeux, tu sais », et Michel Morgan qui lui répond « Embrasse-moi ». Donc, alors, là, c'est de la théorie du langage à plusieurs niveaux. Jean Gabin, il sait qu'il a envie d'embrasser Michel Morgan. Michel Morgan, il sait que Jean Gabin a envie de l'embrasser. Jean Gabin, il sait que Michel Morgan pense qu'il a envie de l'embrasser. Mais oui, mais comme il n'est pas sûr de son coup, au lieu de dire j'ai envie de t'embrasser, il dit t'as de beaux yeux, tu sais. Mais elle comprend parfaitement qu'en disant ça, il veut dire embrasse-moi. Donc elle lui répond embrasse-moi. Oui. Donc tout ça, ça fonctionne bien dans notre cerveau. Et quand on entend une musique, ça se met aussi en route. C'est-à-dire qu'on considère les musiques comme si c'était des êtres vivants. On essaye de comprendre quand on entend une musique, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, ce qu'il y a derrière nous. C'est comme un langage. Oui. C'est la même chose devant les œuvres d'art. Quand on regarde une œuvre d'art, eh ben, cette fois, on va activer la partie postérieure de notre cerveau qui est responsable de la vision, tout de suite la partie antérieure du cerveau, et puis en même temps, une zone du cerveau qui ne s'active que quand on est face à une entité biologique. Donc, vous voyez, qu'on soit devant une œuvre d'art visuelle, qu'on soit devant une musique, eh bien, notre cerveau, il considère ça comme quelque chose de biologique, quelque chose d'humain. Vous voyez, ce n'est pas du tout un artefact, c'est quelque chose qui existe. Au Moyen-Âge, à la Renaissance, on pensait que la musique, c'était un petit animal euh, invisible qui rentrait dans notre cerveau et qui le modifiait. Bon, on avait raison, c'est exactement ce qui se passe dans la réalité. Ce que c'était. Voilà. Alors, on a vu comme ça beaucoup de points communs entre les circuits dédiés à la musique et ceux dédiés au langage, mais ceux pour la musique reprennent ceux du langage et les complètent, ils vont beaucoup plus loin, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses en commun, mais la musique va beaucoup plus loin, ce qui explique par exemple que si vous faites un accident vasculaire cérébral, vous ne pouvez plus parler, vous êtes aphasique, eh ben, vous récupérez plus facilement en premier le chant avant la parole, quoi. C'est la thérapie mélodique et rythmique de Van Écoute, qui est belge, Van Écoute. Et donc, il faisait ça. Alors, il y avait deux choses importantes. Il disait qu'il fallait quand même stimuler plusieurs sens. C'est-à-dire, il mettait la main sur l'épaule, donc il y avait le tact, et il fait chanter le patient qui est mutique. Et on a vu des choses, c'est lourd, quoi. D'un coup, le patient qui ne parlait plus se met à chanter, quoi. Puis après, il peut récupérer le. Alors, ça, c'est important parce que souvent, des gens qui perdent la parole, il faut tout de suite qu'ils aient l'orthophonie, mais s'ils font cette thérapie mélodique et rythmée, ils ont plus de chances de récupérer la parole. Donc, c'est hyper important. Alors, au début, on l'a vu un peu tout à l'heure, si on va dans un pays étranger, c'est pareil pour nos bébés, c'est le rythme qui compte, hein. On va repérer le rythme d'une langue, ce qui va nous permettre de segmenter cette langue. C'est un peu ce qu'on voyait, vous savez, au Moyen-Âge, quand les gens lisaient des manuscrits, il n'y avait pas beaucoup de place, les manuscrits enluminés, donc il n'y avait pas beaucoup de place, donc il n'y avait plus de ponctuation, donc vous êtes obligé de lire à haute voix et puis de repérer le rythme puisqu'il n'y a plus de virgule ni de point. Donc on sait maintenant que les enfants, ils récupèrent en premier, ils repèrent le rythme et c'est à partir de ça qu'ils vont petit à petit apprendre à parler. Alors, vous voyez aussi que ça change beaucoup d'une langue à l'autre, puisqu'on l'a vu, le français, c'est syllabique, hein, syllabe par syllabe, bien rythmé. L'anglais, il y a plein d'accents. Et le japonais, ça va encore plus loin, parce que le japonais, il descend en dessous des syllabes. Vous voyez, quand je vous dis Tokyo, c'est To-O-Kiyo. Vous voyez, il y a 4 morts, ils appellent ça des morts. Alors que là, on dirait, il y a 2 syllabes, Tokyo. Mais ça fait 4 sous-syllabes, Toho, Kiyo. Vous voyez. Alors, quand on veut traduire des haïkus, vous voyez un peu combien c'est compliqué. Donc, le bébé, il va tout de suite
différencier, par exemple, l'anglais du japonais, puisque c'est pas du tout pareil, mais il aura plus de mal à distinguer l'anglais de l'allemand, puisque l'allemand est aussi une langue à accent. Vous voyez. Bon, donc après, on arrive. Alors, il y a quelqu'un qui a beaucoup étudié ça, le rythme dans notre espèce. C'est un chercheur qui s'appelle Ravignani, Andrea Ravignani, et qui est un type exceptionnel. Donc, il a beaucoup travaillé avec ce qu'on appelle les palmipèdes, vous voyez, les mammifères qui ont les pieds palmés, parce qu'eux, ils ont un sens du rythme aussi. Ils ont un grand sens du rythme. Donc, ils sont plus proches de nous, à la limite, pour l'apprentissage du langage que les oiseaux ou même les singes. Vous voyez. Alors, ce qu'il a montré, c'est que l'espèce humaine est capable d'apprendre facilement de nouvelles vocalisations. Vous voyez, vous essayez d'apprendre des vocalisations à un gorille, ça va être compliqué. Alors que nous, surtout les enfants, ils retiennent tout de suite ce qu'ils ont entendu. Et puis, on l'avait vu tout à l'heure, on est capable de percevoir et de bouger facilement sur des rythmes. Ça, c'est quelque chose de presque spécifique à l'espèce humaine. Et ça nous sert beaucoup pour apprendre à parler. Donc, il a montré ça. Donc, bon, chez les pinnipèdes, c'est amusant parce que il y a des fois des vieux phoques. Il y en avait à San Francisco sur le port qui parlaient comme des vieux Anglais, comme un vieux marin alcoolique, il y avait des choses comme ça. Et puis, vous savez, les palmipèdes, quand ils sont tout seuls, les phoques, ils se frappent comme ça sur la poitrine, même s'ils ne sont pas en cage, hein, c'est pas de l'autisme. Ils se frappent comme ça et leur battement, c'est le plus régulier qui existe au monde. Il y a des gens qui se sont amusés à rechercher dans d'autres espèces, ou même chez nous, des rythmes qui ressemblaient au battement des phoques, qui sont nos ancêtres de percussionnistes. Alors, ça a donné l'idée à une équipe à Boston. Ils ont pris des enfants de 9 mois avec leurs parents et ils leur font entendre un rythme à 3 temps, un rythme de valse. Et la valse, c'est pas du tout habituel. Le rythme à 2 temps, c'est facile, le 4 temps, mais le 3 temps, c'est plus compliqué. Donc, des enfants de 9 mois qui apprennent à taper un, 2, 3 avec leurs parents. Et après, on leur fait entendre des valses. Et puis, une fois de temps en temps, il y a une petite erreur. Il y a un temps qui va venir trop vite ou trop tard. Donc, on s'aperçoit tout de suite que leur lobe temporal se met en action, qui repère ce temps qui n'est pas juste. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que leur lobe frontal se met en action tout de suite aussi. Le lobe frontal qui permet d'agir sur le monde, il repère la petite erreur de rythme et tout de suite, il va réagir. Or, c'est dans le lobe frontal qu'on parle. C'est lui qui nous permet de parler. Donc après, ils ont refait cette expérience avec les mamans qui parlent à leur bébé de 9 mois et leur disent baby, 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 puis une fois de temps en temps, baby, baby, une fois de temps en temps, une petite erreur de rythme. Et pareil, chez le bébé, il va développer le lobe temporal et le lobe frontal, donc il va parler plus vite parce qu'il a appris le rythme à 3 temps. Vous voyez, il faut apprendre la valse à nos enfants. Alors, ça montre bien, oui, l'intérêt du rythme. Et puis, c'est normal puisque l'information arrive par derrière et puis hop, elle va vers devant. Donc, des informations qui arrivent dans notre cerveau tout de suite qui entraînent une réaction. Bon, après ça, il y a d'autres choses qui vont jouer, c'est-à-dire que le bébé regarde sa maman qui dit baby, et puis vous savez qu'on a des neurones miroirs dans notre cerveau qui nous permettent d'imiter les gestes qu'on voit. Donc non seulement il apprend le rythme, il commence à développer son lobe frontal qui va l'aider à parler, mais en même temps, il voit les gestes que fait sa mère et il va les imiter. Vous voyez. Alors, ça, c'est les neurones miroirs qui ont été inventés, enfin découverts par Isolati à la fin du siècle dernier en Italie. Mais il y a des psychologues qui avaient Melzoff, le psychologue Melzoff, il ne connaissait pas l'existence des neurones miroirs quand il a bâti ses théories. Il montre bien qu'on est fait pour imiter. Les bébés font imiter. Si vous avez un bébé à la maison, en rentrant, vous lui tirez la langue, et vous allez voir qu'il va vous tirer la langue instantanément. Donc c'est là aussi, en vous imitant, il va apprendre à parler, à chanter. Donc, et puis bon, les neurones miroirs, vous connaissez l'histoire. Donc c'est l'Isolati dans son laboratoire en Italie, à Parme. Il travaille sur il veut permettre aux paraplégiques de remarcher. Vous voyez, donc il a des électrodes dans le cerveau d'un singe, en plein dans la zone motrice du cerveau du singe. Et puis il a un assistant. En fait, il mangeait des cacahuètes, l'assistant. Il mange des cacahuètes, alors il donne les cacahuètes au singe. Et chaque fois qu'il donne une cacahuète au singe, on entend le cerveau du singe qui se met à crépiter. Vous voyez un micro, ça fait. Et puis après, l'assistant, il mange une cacahuète et le cerveau du singe, il crépite, comme si le singe avait mangé la cacahuète lui, comme s'il avait attrapé. C'est comme ça qu'il a commencé. Alors,
c'était quand même des gens doués parce qu'ils auraient pu laisser ça de côté. Ce n'était pas là-dessus qu'ils travaillaient, mais enfin, c'est comme ça qu'ils découvrent les neurones miroirs qui sont à la source de tous nos apprentissages. Alors après, quand les enfants grandissent, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner les comptines. On va se mettre à raconter des histoires aux enfants, et là, c'est très important parce que les comptines, c'est très rythmé. Et puis, il y a des gestes avec. Donc, on développe le rythme, on développe les gestes. Il y a de l'intonation. On fluctue beaucoup. Il y a une mélodie. Donc, le bébé et l'enfant, il va d'abord repérer la mélodie, puis le sens des mots. Il y a la structure grammaticale, puis l'articulation. Parce que, vous voyez, bon, après, quand l'information motrice part de notre cerveau pour nous faire parler ou bouger, il y a d'autres structures plus profondes dans le cerveau qui affinent tout ça. On appelle ça les noyaux gris centraux. Bon, et ça, ils sont un peu immatures. Donc, en apprenant des comptines, on apprend petit à petit à articuler. Vous voyez, ça permet souvent les enfants, ils n'articulent pas bien, puis ça vient tout doucement, et puis ça les prépare à la lecture. Bon, je ne vais pas vous raconter trop d'horreurs sur les comptines, parce que vous savez que derrière, il y a plein de sens cachés. Alors, une fois qu'on connaît le sens caché, on peut plus en parler. Hein, c'est pas... Bon, il court le furet du bois joli. Il y a une grosse contrepétrie. Bon, je vais pas vous la dire parce que je vais vous choquer. Mais en fait, l'abbé Dubois, il était connu, on le voit dans le film de Tavernier, Que la fête commence. C'était un abbé qui était très aimé des femmes et qui avait monté dans la hiérarchie. Enfin, il était devenu très proche du régent. Donc, c'était il fourre, l'abbé Dubois. Quoi, voilà. Et puis, vous vous souvenez que Meunier Tudor, eh ben, il n'est pas du tout en train de dormir quand son moulin va trop vite, hein, on s'en doute. La souris verte, c'est un chouan qui a été bouillanté. Donc, oui, c'est bon, le petit navire, on sait bien qu'il y avait du cannibalisme dans l'armée, et enfin dans la marine. Et puis, au clair de la lune, mon ami Pierrot, ben, c'est une allusion à l'impuissance. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, ben, va chez la voisine, ça ira mieux, vous voyez, c'est pas. Mais il ne faut pas penser à tout ça, sinon après, on peut plus entamer les comptines. Alors, il y a, peut-être vous en avez entendu parler, il y a des structures qui ont été faites pour les enfants par Madame Quespi, K-E-S-P-Y. Elle a eu l'idée de faire des igloos comme ça, et comme ça, Quespi, hein, K-E-S-P-Y, la méthode Quespi. Donc, c'est des igloos, les enfants, ça se passe en maternelle, ils vont là, et puis, ils appuient sur des boutons, ils entendent des musiques d'un pays, ils voient des images et tout. Et bon, on a montré qu'ils développaient à la fois leur faculté pour parler, mais aussi pour les mathématiques, etc. Ça marche bien. Et il y a plusieurs mairies de la banlieue parisienne, dans des quartiers défavorisés, qui ont installé ces crèches musicales qui ont l'air de bien aider. Mais peut-être, à tout seigneur, tout honneur, le premier qui a eu vraiment ce genre d'idée, c'est Daniel Barenboim. Vous savez, donc le grand pianiste, donc était un surdoué, hein, c'est pas. Et ses parents étaient déjà des profs de musique à Buenos Aires. Et donc, à la maison, ben, les parents jouaient du piano, lui jouait du piano. Quand il y avait des amis qui venaient à la maison, il jouait du piano. Et le jour où il a compris que c'était pas comme ça chez tout le monde, il a été surpris quoi, que tout le monde, en voyant un piano, puisse pas se mettre à jouer quelque chose. Donc, il a eu l'idée à Berlin de monter un jardin d'enfants. Un jardin d'enfants où tout se fait en musique. Alors, il ne cherche pas du tout à former des surdoués il cherche simplement à ce que les enfants baignent dans la musique pour améliorer leur apprentissage à la fois de tout ce qui est langage et tout ce qui est mathématique. Donc, il a des gens comme Lang Lang qui l'aident dans son imaginer. Vous venez prendre un cours de piano, vous avez Lang Lang et Barenboim pour vous donner le cours. Ça doit être quelque chose d'exceptionnel, quoi. Mais il ne cherche pas à faire du surdoué. Simplement, l'idée, c'est un enseignement en baignant dans la musique qui permet d'améliorer l'enseignement et il y a de bons résultats, ne serait-ce que pour les langues. Alors, il raconte qu'il il a des enfants du monde entier qui viennent là. Comme ça, à Berlin, tout le monde apprend l'allemand pour communiquer. Il y avait une petite Colombienne qui ne voulait pas apprendre l'allemand parce que c'était compliqué. Donc, du coup, elle ne pouvait pas communiquer avec les autres enfants. Et les autres enfants se sont mis à communiquer avec elle en faisant semblant de parler le colombien, c'est-à-dire en faisant un peu du yaourt, mais avec l'accent colombien. Vous voyez, donc là, elle a compris qu'il cherchait à lui parler, et elle a appris l'allemand, et ça s'est bien passé. Donc c'était ça, cette idée que la musique eh ben, nous amène à tout, à la fois à la parole, à tout ce qui est la grammaire, la logique, la rhétorique, et aux mathématiques, arithmétique, géométrie, astronomie. Et c'est vrai que si vous allez à Florence, dans la chapelle des Espagnols, peinte par Andrea da Firenze à Sainte Maria Novella,
eh bien, vous avez la représentation de ce qu'on appelle les arts libéraux, quoi, toutes les matières qu'on enseignait dans l'Antiquité et puis que Charlemagne avait remis au goût du jour en inventant l'école. Et c'est quand même la musique qui est au centre, avec d'un côté les arts de mathématiques et de l'autre les arts du langage. Donc c'est vraiment cette idée de la musique comme pédagogue pour apprendre tout le reste de l'enseignement. L'idée que tout dérive de là. Alors, je voulais finir par vous montrer une petite partie du film Délivrance. Enfin, vous l'avez tous en tête. Délivrance, ce film de John Borman, où vous avez trois Américains qui vont dans un endroit très éloigné, très perdu de l'Amérique. Et puis, ils n'arrivent pas à communiquer avec les habitants du cru. Puis, un des Américains qui est guitariste, donc il se met à jouer de la guitare. Et puis, un ado qui joue du banjo. Et ils vont se mettre tous les deux à se répondre. Ça donne une musique merveilleuse, un très grand moment dans le film. Et c'est la seule fois où il y aura une communication entre les deux, quoi. À la fin du morceau, quand il veut serrer la main de l'enfant, l'enfant, il refuse. Mais pendant le moment du morceau, ils vont jouer ensemble. C'est le moment où ils peuvent communiquer tous les deux. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions. Un tout grand merci. Oui, on a bien entendu les différents mouvements de la musique qui caresse et qui sculpte. Il y a en effet quelques petites questions qui ont émergé, dont une, je reprends, chez un enfant très actif. Est-ce que la musique peut aider? Ah ben, c'est une super question parce qu'effectivement, comme elle va activer notre lobe frontal, c'est lui qui nous permet de nous contrôler, vous voyez. Donc, c'est l'hyperactif, il a le lobe frontal qui ne marche pas assez, donc il n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose. Donc, la musique, c'est vraiment un champ d'exploration exceptionnel pour les hyperactifs. Le plus bel exemple, c'est Billie Eilish, vous savez, donc cette chanteuse américaine qui a eu 5 Grammy Awards à 18 ans. À 17 ans, elle voulait se suicider. À 18 ans, elle a 5 Grammy Awards et là, elle a sorti son deuxième album l'été dernier, qui est aussi très bon. Oui, donc, c'était pas. Elle va durer, quoi. Eh bien, elle prend de la Ritaline depuis l'âge de 4 ans, quoi. Elle était hyperactive. Et donc, la musique l'a transformée, lui a permis de soulager. Enfin, elle avait d'autres soucis, hein. Elle avait l'anxiété, de dysmorphophobie. Enfin, elle avait à peu près tout ce que peuvent avoir nos adolescents. Et donc, elle a réussi à tout surmonter grâce à la musique. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'elle a permis à tous ces fans, qui sont nombreux, également de surmonter leurs problèmes, quoi. Vous voyez, c'est pas ces fans qui la suivent sur Internet. Au début, elle arrive à leur faire des réponses personnalisées, mais enfin, en tout cas, dans ses chansons, ils se rendent compte qu'elle a vécu la même chose qu'eux, et donc ça les aide, quoi. Ça, moi, je pensais à Stromae l'autre jour avec sa chanson L'Enfer. Eh ben, je suis sûr qu'il a fait du bien à plein de personnes, quoi, qui ont vécu la même chose que lui et qui vont. C'est très positif ce qu'il a fait, à mon avis. Mm-hmm. Et alors, une autre question qui est sans doute très intéressante aussi, vous avez parlé de la différence entre la langue française, par exemple, et la langue anglaise, dans ce qu'elles ont de syllabique ou de plus accentué. On se demandait justement, du coup, un bébé qui naît dans un couple où les parents sont justement porteurs de deux langues maternelles différentes, est-ce que du coup, ça lui complique l'accès au langage ou bien il se fait de manière différenciée? Alors, je pense que ça peut être que bénéfique parce que avant 7 ans, notre cerveau, il est très, très malléable, si vous voulez. Donc, les enfants bilingues, en général, ils réussissent beaucoup mieux, quoi. Ça leur ouvre l'esprit. Donc, je pense que ça va à une telle vitesse à cet âge-là qu'ils sont capables d'apprendre les deux en même temps. Tout ce qu'on apprend avant 7 ans, vous voyez, par exemple, il y avait les frères Kissinger, on connaît Henry Kissinger, eh ben, il avait un frère plus jeune, eh ben, son frère, il n'avait aucun accent. Alors que Henry Kissinger, on sent quand même un peu, je crois que c'est des origines germaniques et tout. Enfin, quand il parlait, c'était très rocailleux. Alors, son frère, qui était né 2, 3 ans après, les parents avaient été déjà aux États-Unis, eh ben, on le prend vraiment pour un Américain, quoi. Oui, donc, c'est très important. Tout ce qui se passe avant 7 ans, c'est quand même plus facile. Ceci dit, la musique fait du bien, même après 70 ans, on l'a montré. Mais bon, c'est plus dur à sculpter, quoi. C'est moins malléable.
Voilà, il y avait justement quelqu'un qui se demandait si l'apprentissage, toute cette richesse d'apprentissage que vous avez décrite pour les enfants, est-ce qu'elle était encore rattrapable un peu plus Oui, tard, à l'âge oui, adulte? oui, ça a été montré. Même à 70 ans, on se met au piano, eh ben, on développe ces circuits qui vont de l'arrière du cerveau vers l'avant. Et c'est très important. Puis c'est intéressant aussi parce que, vous avez vu, ça développe l'audition. C'est-à-dire que si on commence à perdre le volume, on peut développer la finesse. Vous voyez? Donc on entend moins bien, mais on entend plus finement. Donc pendant quelques temps, ça peut compenser. Mm. Bien, un tout grand merci pour la richesse de vos apports qui nous envoient dans toutes les sphères différentes, dans beaucoup de sphères différentes. Du coup, je voyais un petit message passer qui disait il faut absolument remettre la musique au cœur de nos écoles maternelles, primaires et secondaires, parce qu'en effet, ça traverse les âges, comme vous l'avez déployé, et ça, enfin voilà, vous avez démontré combien ça vient interagir au niveau du cerveau, au niveau des relations sociales, au niveau des émotions et de cette manière d'interagir et d'agir sur le monde. Donc ça, c'est vraiment précieux. Un tout grand merci. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous aviez encore d'autres choses à nous partager aujourd'hui, parce que je vois que le temps presse et que vous étiez Oui, oui, tenu là, dans un horaire. non, ben j'avais vu une question si on chante faux. Bah, il faut pas avoir peur de chanter faux, c'est pas grave. On peut chanter avec ses enfants, c'est pas grave, hein. Il y a, à part en France, les gens ont peur de chanter, vous voyez, alors que dans la plupart des pays du monde, tout le monde chante. La moindre rencontre, que ce soit n'importe où, tout le monde se met à chanter, quoi. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur de chanter. Ça nous reconnecte avec différentes choses. Il y a d'autres aussi qui disaient, est-ce que c'est possible qu'on n'aime pas la musique? Oui, enfin, disons qu'il y a une personne sur 20, c'est quand même assez fréquent, qui ne reconnaît pas la musique. Vous voyez, donc ils entendent la musique, ça leur fait rien. Vous voyez, ils sont amusiques, vous voyez, c'est pas. Et puis plus rare, il y a ce qu'on appelle l'anédonie musicale, c'est des gens qui n'éprouvent pas de sentiment avec la musique. Alors, ils comprennent ce que les autres peuvent sentir, ils entendent l'adagio d'Albinoni, ils me disent ça doit être triste, mais moi, ça me fait rien du tout. Vous voyez, alors. Et ça, c'est spécial avec la musique. Si on leur fait des petites expériences où ils doivent gagner, par exemple, 1 ou 2 euros dans un jeu, ah ben là, ça se met en route. Oui, le circuit de la récompense se met en route. Donc, c'est vraiment une connexion entre la musique et les circuits de la récompense qui n'existe pas chez eux, les malheureux, quoi. Peut-être qu'il faut du coup encore la pratiquer davantage, partout et tout le temps, dans toutes ses formes, hein. Vous avez dit aussi bien la valse que je Oui, pense au rap pour les adolescents, qui est aussi oui, très porteur dans leur quotidien, qui leur amène aussi certainement cette rythmicité, oui, bah oui. cette musicalité dont vous avez parlé, et aussi sans doute qui les reconnecte à cette possibilité d'agir sur le monde aussi avec les mots plus loin que les gestes. Nos ados, ils adorent la musique, ils écoutent beaucoup plus que nous, hein, parce qu'ils sont capables d'écouter, de répondre à des mails et de faire leurs devoirs en même temps, quoi. Ils sont multitâches, mais ils écoutent plus que nous, ils écoutent beaucoup, beaucoup, hein, alors c'est vrai qu'ils écoutent beaucoup de rap, bon, bah, c'est une forme de poésie, hein, Et puis on a tous, comme vous disiez en préparation, une petite musique qui est un peu, qui nous rappelle des films de notre vie, qui est la bande sonore de notre vie. C'est ça, tout à fait, tout à fait. La bande, ce qu'on écoute entre 15 et 25 ans, c'est notre vêtement. Et après, on va comparer par rapport à ce qu'on a écouté entre 15 et 25 ans. Et si on devient complètement gâteux, on sera toujours sensible aux musiques qu'on entend entre 15 et 25 ans qui vont nous réveiller, nous rappeler des bons souvenirs. Eh bien, un tout grand merci. Je vous relaye les merci de tous les gens qui étaient avec nous aujourd'hui. On était donc plus de 116. Un tout grand merci pour cet exposé revigorant, voilà, qui nous invitait aussi à aller, comme le relève une participante, à aller chanter, danser ensemble, écouter de la musique Super. et se nourrir à cet endroit-là aussi. Voilà, un tout grand merci à vous.
Pierre Lemarquis. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne journée. À 15 h sur Radio Bleu. En D'accord, d'accord, on se connectera. Bonne journée. Merci, bonne Au revoir. journée. Au À revoir. bientôt.